Allez, on y va! La Silicon Valley est une sorte de micronation, avec ses rois, ses lois et son histoire. Comment fonctionne-t-elle? Qui la gouverne? Quel est son avenir? Pour explorer ce territoire, on a fait appel à Luc Julien. Ce Français habite depuis 30 ans dans la vallée. C'est ici qu'il a co-créé Siri, la voix d'Apple historique. Avec lui, on va maintenant aller chercher des dollars et voir comment des entrepreneurs rêvent de changer le monde sans complexe. We're the #1 player in the world. Bienvenue dans la Silicon fucking Valley. Maintenant, ouais, on va passer derrière Stanford pour aller rejoindre Sandy Road. Sand Hill Road. De l'extérieur, on voit presque rien. Juste des bureaux cachés par des arbres. Mais c'est l'une des avenues les plus importantes au monde. On a à peu près 350 milliards de dollars qui dorment sur Sandy Road. Et tu vois, KKR, c'est des VC, Lightspeed, c'est des VC. Les VC, les ventures capitalistes, ce sont les capital risqueurs. Les personnes qui investissent dans des startups en achetant des parts de la société. C'est eux qui amènent le carburant de la vallée, l'argent. Il y a une cinquantaine de gros VC. Un gros VC, c'est quoi? C'est des gens qui ont des fonds de 1 milliard de dollars, quoi, à peu près. On a essayé de rentrer dans ces bureaux mythiques et de rencontrer des gens. Mais on n'a pas reçu une seule réponse. Mais Luc, lui, il s'en fout des autorisations. Quand il veut rentrer, bah il rentre. Là, on va nous tourner à 2400, là. On va aller dans un bâtiment de VC, hein? On va pas se gêner. Donc c'est chez Monsieur Anderson, en fait. On va aller se cacher un peu, on va aller se mettre par là. Rentrer dans les bureaux de VC sans autorisation, ça nous fait flipper. On va faire le tour pour voir si on peut voir quelque chose. Luc s'amuse à nous foutre la pression. Ils sont tous dans les bureaux, ils sont derrière les vitres en train de vous regarder. Donc on va laisser passer le monsieur, là. Voilà. Attends, il est vraiment en train de siffler, là? Et là, on hallucine. Et là, ce qui est impressionnant, c'est l'art. Et ça, là, tu vois, le truc moche, là, avec la boîte de conserve, je pense que ça vaut plusieurs millions. On est au milieu d'œuvres d'art à plusieurs millions, en libre accès. Et c'est ici que se décide l'avenir de la tech. Et tout est ouvert. Si tu touches le truc, ça tombe en morceaux, mais... Ah, ça sent le pognon, quoi, quand même. Nous, l'odeur du pognon, ça nous intéresse. Et comme on peut pas interviewer de VC, on est dégoûté. Mais au détour d'une phrase, Luc nous lâche. Il y a des VC français qui sont installés ici, il y en a quelques-uns, dont Eric Batois, que vous pouvez aller voir. Ok, Eric, il faut qu'on lui parle. Eric, il est pas sur Sand Hill Road, il est sur Camino Real, juste à côté. C'est un peu la Ligue 2 des VC. Il y a moins d'argent, mais on sent que ça brasse quand même des millions. On doit rentrer comme ça, là? À tel point qu'on a failli se perdre dans le bâtiment. Chez Eric, on est beaucoup mieux accueillis. Alors, bonjour. Faut que je ferme la veste ou pas? Alors il fait peut-être partie de la Ligue 2, mais Eric, c'est pas n'importe qui. J'ai eu la chance à Texas Instruments d'être au début des chips, qui c'est devenu le téléphone cellulaire. On était 4-5 au début à travailler là-dessus, c'est devenu un business de plusieurs milliards. Ce qu'on aime, c'est trouver des produits, des marchés qui sont pas servis et avoir une très forte croissance, c'est notre métier. Et j'ai fait ça 3 fois, amener des lignes de produits de quelques ingénieurs à plusieurs milliards de dollars. Et c'est vrai que c'est une drogue, d'une certaine façon. Quand on y a goûté, on veut y revenir. Voilà. Alors on rigole, mais on parle de centaines de millions de bénéfices. Ça, c'était quand ils ont passé la capitalisation au marché du Nasdaq de 500 millions. Ben voilà, eux, c'était une bouteille de vin. Et des trophées comme ça, il y en a des dizaines. Si on est un fonds de taille moyenne, on a à peu près 500 millions de dollars sous gestion. Bon, en fait, c'est plutôt pas mal pour la Ligue 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout cet argent, il appartient pas au VC. Ce n'est pas Eric qui finance directement la tech. On lève de l'argent auprès de tiers, en général des compagnies d'assurance, des gros family office, des banques. Par contre, les investisseurs nous demandent d'investir notre argent personnel. Bon, en fait, il y a quand même un peu d'argent d'Eric. Entre 3 et 5%. Ça veut dire que si Eric convainc des gens d'investir 1 million de dollars pour une startup trop stylée, Eric devra mettre 50 000 $ de sa poche. Et tout ça pour être sûr qu'Eric soit très impliqué dans la réussite de la boîte. Ils sont pas fous, les gens riches. Ah bah oui, ils veulent être sûrs que nous, si ça marche pas, on souffre aussi. Sinon c'est trop facile. Et c'est comme ça dans la vallée, un amour du risque inconditionnel. Et c'est la même règle depuis 1961, quand inspiré par ce qui se faisait sur la côte Est, s'est installé le premier VC de la vallée, Davis & Rock, qui avait investi dans une des premières boîtes de semi-conducteurs qui les rendra riches. En moins de 10 ans, des mastodontes encore vivants aujourd'hui, comme Kleiner Perkins ou Sequoia Capital, viendront s'installer sur Sand Hill Road.
juste à côté de Stanford, et embrayeront le pas à Davidson Rock. Le monde des VC, Luc aussi il le connaît bien. T'es déjà allé sur Sandy Road toi-même demander de l'argent? Ah oui. Ouais, quand je faisais mes startups, j'ai fait quelques trips sur Sandy Road. Avant de bosser pour des grands groupes de la tech, Luc a monté 3 startups, dont 2 qu'il a réussi à revendre. Une qui faisait du streaming avant tout le monde, Hors Networks, et une autre dans la reconnaissance vocale, sa grande passion, Soliloquy Learning. Donc ce qui se passe, c'est qu'on vient ici pour pitcher des idées devant 2-3 partenaires de ces VC et ils nous écoutent bien poliment, ils nous rejettent tout aussi poliment. T'as essuyé beaucoup de refus? Oh bah oui. Se faire refouler par un VC, rien de plus normal. Combien de candidatures reçoit-on par an ici? À peu près 800 par an. Et sur 800 par an, on va investir dans 4 à 5. Que t'as one shot en général, hein, parce que les mecs qui sont un peu pressés, on va dire, tu peux pas leur faire perdre leur temps. Mais bon, t'as 300 VC, donc t'as 300 fois one shot. Honnêtement, au bout de 15 minutes, on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui a d'intérêt. Pourquoi personne ne l'a fait avant et pourquoi on peut créer un gros business. Mais alors, comment on convainc un VC de nous donner de l'argent? Pour comprendre comment ça marche, on retrouve notre entrepreneur dans l'IA, Emmanuel Demestre. Et lui, c'est un expert en séduction de VC. Moi, j'ai fait 7 levées de fonds au total. J'ai levé 6 millions en janvier, suivi par 5 millions en juin. Une levée de fonds, c'est quand un ou plusieurs VC lâchent de l'argent à l'entrepreneur en échange de parts dans le capital de sa boîte. Alors comment on fait pour les séduire? La mécanique de levée, c'est très codifié. Quand on contacte des investisseurs, on le fait généralement par une introduction. Contacter en direct un investisseur, en l'occurrence, c'est un mauvais signal. Donc l'investisseur va non seulement juger la qualité du projet, mais il va aussi juger la qualité de la personne qui introduit l'entrepreneur. Ces rencontres entre les entrepreneurs et les VC, elles peuvent avoir lieu dans les bureaux somptueux de Sandy Road, dans des restaurants comme celui de Tyler, ou dans des lieux un peu plus inattendus, que Luc tient à nous faire découvrir. Alors nous voilà, c'est l'hôtel certainement le plus cher de la vallée. Bon, je sais pas exactement combien là ça peut être, mais je pense qu'à 2000 vous avez rien quoi. Il est assez bien placé parce qu'il est juste à côté de chez les VC. Situé au cœur de la Silicon Valley, l'hôtel se déploie sur plus de 16 hectares près des montagnes de Santa Cruz. Cette retraite saura séduire les visiteurs venus pour le business comme pour le tourisme. Bon, ça sent le cheval, hein. Mais cet endroit, il est surtout connu pour ça. Là, le jeudi soir, il y avait, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était connu comme The Cougar Night. Et là, on est quel soir là aujourd'hui? Ah ben on est jeudi soir, c'est ce soir que vous allez y aller les gars. Quand Luc mentionne le Cougar Night, il fait référence à une enquête du journal Vanity Fair parue il y a 10 ans. On y apprend que 2 coachs en dating pour VC désespérés avaient pris d'assaut le pour organiser des rencontres un peu chaudes. J'ai pas de lunettes là du coup, donc moi je vois à 2 mètres quoi. Hein? T'es sûr? Ce qu'on retient de cette soirée, c'est l'ambiance ultra sélecte dans laquelle peuvent évoluer les VC et les entrepreneurs. Moi j'ai pris le moins cher, c'est la bière $14. C'est le moins cher. C'est le moins cher, c'est $14, c'est la bière. Ah non, non. Pardon, le moins cher, c'est le café, $9. C'est dans des soirées comme celle-là qu'on discute et qu'on décèle les dernières innovations tendances de la vallée. Parce que pour séduire un VC, une bonne introduction, ça suffit pas. Il faut essayer de comprendre et d'anticiper les tendances avant qu'elles soient évidentes. Et ça, Emmanuel, notre champion des levées de fonds, il l'a bien compris. Ma boîte d'avant s'appelait Redbird, c'était dans les drones. Les VC français n'étaient pas aussi intéressés sur le secteur drone que l'étaient les VC américains qui investissaient des sommes phénoménales. 20 millions, 50 millions, 70 millions. Mais les tendances comme les drones passent parfois de mode et les bulles explosent. La boîte a fait faillite, ce qui est extrêmement courant ici dans la Silicon Valley. Énormément de boîtes qui se montent, énormément de boîtes qui lèvent de l'argent, énormément de boîtes qui font faillite. En moyenne, c'est 9 sur 10. J'ai énormément appris de cette expérience parce que l'échec ici est célébré. C'est sûr que c'est pas agréable quand on doit fermer une boîte où il y a 50 personnes, dire à tous les clients, à tous les investisseurs que c'est fini. Mais les investisseurs et les clients et les partenaires d'une startup regardent tant les réussites d'un entrepreneur que ses échecs. Et pas plus tard qu'il y a 1 an, on a transitionné, on a appelé ça pivoter sur un nouveau concept où cette fois-ci, on utilise l'IA générative pour faire des modèles 3D et des modèles de jeux vidéo. Tout ce qu'on voit ici à l'écran, ça a été créé par de l'IA et entièrement par de l'IA. L'IA est au cœur de toutes les levées de fonds, à tel point qu'on a trouvé un VC qui l'utilise carrément pour chasser des entrepreneurs. Chris Farmer est à San Francisco, dans la ville où en parallèle de Sandy Road se concentrent les VC nouvelle génération.
We're the first venture firm built on an AI platform. We actually track and rank almost every engineer in the Western world. Sa technique pour trouver la perle rare, c'est de surveiller tout le monde. 80 millions d'entreprises et 600 millions d'employés dans le monde pour faire des investissements. Rien que ça. Some people joke that we're the CIA of the venture world. En écoutant Chris, on a l'impression qu'il est en train de nous pitcher sa boîte pour qu'on investisse dedans. We're the number one player in the world. Bon, et lui aussi, il nous confirme qu'il y a bien des phases dans la vallée. It's amazing. A few years ago, probably 70% of the pitches we got were around cryptocurrency. Today, it's probably 80+% AI. Les cryptos, mais aussi les NFT ou le métaverse par exemple, n'ont pas eu le succès escompté. Parfois les VC et toute la vallée s'emballent. Ils ont peur de rater la prochaine révolution. Et du coup, ils crament des milliards. Mais de temps en temps, ça fonctionne de manière extraordinaire. Et de simples modes deviennent des révolutions technologiques. Les smartphones, les applis, les réseaux sociaux. Et surtout, l'ordinateur personnel. Les révolutions de la Silicon Valley ont engendré une migration folle dans la région. Chacun cherchant à vivre son American Dream. Mais tout le monde peut-il vraiment réussir ici? Ellos ganan mucho dinero y nosotros ganamos poco dinero.